Professeur Didier Raoult, à l'IHU Méditerranée Infection, où en êtes-vous de la prise en charge des malades? D'abord, je voudrais bien sûr, je le dis depuis le début, la prise en charge des malades, c'est la chose la plus importante de tout. Il n'y a pas de baguette magique. Le vaccin joue son rôle, mais on voit bien qu'il est imparfait, très imparfait. On a plus de 200 personnes qui ont eu au moins une injection vaccinale et qui sont venues ici, qui ont une PCR positive. Donc c'est bien, ça jouera un rôle, mais c'est pas magique. Il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper des malades. Et d'ailleurs, dans cette discussion, ce qui est très intéressant, c'est l'analyse de la mortalité dans les différents pays européens, vous voyez, où la Suède est souvent prise comme étant un des éléments de discussion, parce que la Suède n'a eu aucune consigne sociale pour confinement, il n'y a pas de fermeture des restaurants. Mais il s'est passé quelque chose en Suède qui est très intéressant, qui a été repris, on ne peut pas dire que ce soit ma littérature scientifique habituelle, mais qui a été repris dans Courrier International, qui est, c'est parce que le gouvernement suédois l'a dit, il y a eu des consignes au début, en 2020, de ne pas donner de soins aux gens de plus de 70 ans. La plupart des gens de 70 ans ont été mis en soins palliatifs, parce que la Suède a comme particularité de ne pas avoir suffisamment de lits de réanimation, et donc ils n'ont pas soigné les gens. Et donc, ça fait une grosse différence. Si vous ne soignez pas les gens, ça fait une très grosse différence. En particulier si vous refusez de soigner les gens qui ont plus de 70 ans, parce que quand même, c'est eux qui meurent le plus de tous, très très loin. Donc nous, vous savez qu'on a pris une position qui était différente, qui nous a été reprochée au départ parce que les gens ne pouvaient pas faire de test PCR, ne voulaient pas en faire à Paris ni dans le reste du pays. Et ensuite, ils ne voulaient pas, il y a eu des consignes disant que ce n'était pas la peine de voir des médecins, qu'il ne fallait pas les traiter, qu'il ne fallait pas les prendre en charge. On n'a pas fait ça, nous. Donc, vous voyez, c'est les chiffres. Ici, on a fini par tester plus de 400 000 personnes, dont 44 000 étaient positifs. Parmi ces 400 000 personnes, il y en a 200 000 qui sont venus se faire tester directement à l'IHU. Il faut organiser ça, mais ça s'organise si on fait attention, et si on veut faire les choses, on y arrive. Et du coup, on en a traité 15 000, un peu plus de 15 000 par hydroxychloroquine et azithromycine, qui sont évaluables, qui ont pris le traitement pendant 3 jours ou plus. Sur ces patients, il y a eu 71 décès, soit 0,46%. Il n'y a pas de série au monde avec une mortalité plus basse. Et la moyenne d'âge des patients qui étaient décédés était de 81 ans. Donc vous voyez, si on s'occupe des gens, et alors bien sûr, on n'a pas fait que ça, on s'est très vite rendu compte, moi j'ai communiqué en juin là-dessus, que les gens n'étaient pas essoufflés, mais ils avaient une baisse de l'oxygène, qu'il fallait mesurer l'oxygène. J'ai recommandé qu'on achète à partir de septembre, c'est cette manière de mesurer à la maison même l'oxygène. On s'est rendu compte là aussi en juin qu'il y avait des gens qui avaient des troubles de la coagulation, qu'il fallait soigner. Et donc sur lesquels on a communiqué aussi, qui sont généralisés. Je suis content récemment d'avoir vu une communication officielle de la Direction générale de la santé, appuyée par une recommandation de la haute autorité de santé, disant qu'il fallait aller voir les malades qui étaient malades. On revient à quelque chose que nous avons défendu, pour lequel nous avons été attaqués, qui était faisons notre rôle de médecin, on va voir les malades, on les examine, on regarde ce qu'ils ont de particulier, on les soigne, et on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a, et moyennant quoi, ça va mieux. Mais je suis content qu'on nous rejoigne sur à peu près tous les points. Il n'y a que sur l'hydroxychloroquine où les choses ont pris, et je reviendrai dessus, une dimension délirante qui finira par passer, parce que là aussi, vous voyez, il a fallu 1 an pour que les gens se rendent compte qu'on pouvait avoir un manque d'oxygène extrêmement important sans le ressentir. Il faudra peut-être encore 6 mois, 1 an de plus avant que les gens se rendent compte que, vous voyez, sur 15 000 malades, des gens qui ont eu des accidents cardiaques, il y en a 0. Donc on pourra toujours expliquer la toxicité, l'hydroxychloroquine une fois de plus. Mais enfin, c'est plutôt les Africains qui se foutent de nous quand on dit ça que nous qui devrions nous foutre des Africains. Alors, en tout cas, voilà les éléments. Et si, là, on a 2 très gros travaux qui sont... Il y en a un qui est parti, puis l'autre qui va bientôt partir.
un sur les gens qu'on a suivis en externe, en hôpital de jour, et puis l'autre sur les patients hospitalisés, où on retrouve sur les patients hospitalisés qui meurent, c'est-à-dire ceux qui sont vers la droite, là, qui sont en rouge, eh bien, on retrouve l'âge, bien entendu, les cofacteurs, ensuite le cancer, et puis les marqueurs qui vont indiquer que les choses vont mal, qui sont des marqueurs liés aux troubles de la coagulation, et les lymphocytes, les cellules qui nous défendent, quand il y en a moins de 500, le pronostic est très mauvais. Et puis, quelque chose qu'on a découvert à cette occasion, c'est quand le zinc est très bas. C'est un très mauvais facteur de pronostic. On est en train de regarder si le fait d'ajouter du zinc permet d'avoir une meilleure évolution, mais en tout cas, le fait d'avoir le zinc très bas est un facteur de très mauvais pronostic. Et là, au contraire, vous voyez que la partie qui est de ce côté-là sont les gens qui ont reçu un traitement, et ceux-là, ceux qui n'ont pas pu le recevoir. Donc, on est assez cohérent avec nous-mêmes, et puis on voit que le monde continue de tourner, si vous voulez. Si la partie européenne et américaine a pris un coup de folie sur l'hydroxychloroquine, le reste du monde, qui est très vaste, continue à produire toutes les semaines. La semaine dernière, c'était une étude à Singapour sur la prévention. Toutes les semaines, il sort un nouveau papier sur l'hydroxychloroquine, et ça n'arrêtera pas. Voilà. Où en est-on de la circulation des variants? Ben, pour les variants, tout d'abord, encore une fois, si on reprend les données, où là aussi il a fallu un peu de temps pour que les uns et les autres se redécouvrent que les virus à ARN mutés, quand même, on savait tous ça. Donc penser que cela n'avait pas muté, c'était pas très raisonnable. Enfin, c'est comme ça. Et donc nous, simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de génomes. Donc maintenant, on en est à des milliers de génomes analysés avec des milliers de souches. On a plus de souches isolées ici que probablement n'importe où au monde. Pour la concentration des malades aussi, on est probablement le site dans lequel il y a eu plus de malades traités pour cette maladie. Donc on a une expérience qui est unique, qui est considérable, grâce à l'existence même de l'IHU que l'État a bâti pour ce type de crise. Donc si on regarde ici la distribution, on voit que voilà, il y avait ce premier variant au début de l'été, il n'y avait plus de cas du tout, qui est apparu en France, à Marseille, en revenant du Maghreb. Ce variant, on pensait qu'il venait d'Afrique parce qu'on a vu les mêmes génomes au Sénégal, en Algérie et au Maroc. Bien entendu, le monde est ouvert, et donc on a commencé à regarder chez les singes verts au Sénégal. On a prélevé, on a un singe vert chez qui on a trouvé ça dans le sang, qui est le marqueur du virus que l'on suspecte de venir d'Afrique. On verra, on n'a pas la séquence complète. Si on a la séquence complète, il est vraisemblable que c'est la source de ce virus, mais qui était un virus très peu, qui donnait des formes très peu sévères et qui s'est éteint tout seul, vous voyez, assez rapidement. Ensuite, le monstre, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle, nous, le Marseille 4, qui est en bleu, qui a été extrêmement dangereux. Celui-là, ça fait un moment que je suspecte, maintenant j'en suis vraiment très convaincu, qui vient de l'élevage de visons français d'Eure-et-Loir, parce que l'épidémie de juillet est apparue en Mayenne, alors qu'il n'y a plus du tout de cas en France. On ne voit pas comment ça peut réapparaître tout seul. Donc il y a un facteur qui l'a déclenché, et surtout quand ce variant est arrivé, il représentait des mutations très importantes par rapport à tout ce qu'on connaissait avant. Et comme on savait qu'il y avait des épidémies dans les élevages de visons en Hollande et au Danemark, eh bien on a pensé qu'il en était de même. Vous savez qu'on a eu des difficultés à avoir la séquence des visons d'Eure-et-Loir qui étaient non publiques depuis plusieurs mois. On a fini par l'avoir. C'est exactement les mêmes séquences que nous avions identifiées comme Marseille 4 à partir de août. Donc c'est le même virus. Et à mon avis, c'est effectivement la source de cette épidémie qui a été le variant le plus mortel dans le monde de Covid-19. C'est le plus mortel de tous, c'est le plus mortel chez nous,
voyez l'ampleur qu'il a pris, et si ça a commencé ici, ça s'est répandu dans toute l'Europe, et puis après dans le monde entier. Et donc c'est un vrai tueur, c'est le pire des tueurs, c'est le pire de ceux que l'on a eu, et depuis vous voyez ici le variant anglais, qui est maintenant représente 80% des cas, qui pour nous au moins dans cette situation et actuellement est moins sévère que le Marseille 4 ou que le premier qui venait de Chine. Voilà. Donc c'est ça la situation des variants. Puis il y en a quelques-uns, vous voyez qu'ils apparaissent et qui ne vont pas très loin. On a quelques Sud-Américains, quelques Brésiliens, un nouveau variant de Marseille avec une mutation en 501, qui est une mutation qu'on trouve aussi dans le Sud-Américain, dans l'anglais et dans le brésilien, qui a été trouvé aussi à Paris, mais avec un fond génétique qui est différent. Donc c'est pas la même source, c'est une mutation sur cette partie du spike qui est une partie qui est intéressante. Cette partie du spike qui est une partie qui est intéressante, là aussi je vous redonne des données parce que les gens qui s'expriment à droite et à gauche disent alors ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Moi j'ai l'habitude de parler soit des choses que nous avons produites ici, bien sûr personne n'a autant de données réelles que nous. Quand nous on parlait des génomes, on parlait des nôtres, on parlait pas de généralité. D'accord, c'est les choses qu'on voit. Puis les génomes, moi j'en fais depuis l'an 2000, donc j'ai l'habitude de regarder ce qu'il y a dans les génomes. Et là vous voyez c'est deux papiers, un papier en New England quand même qui n'est pas suspect d'être hostile à Gilead, il fait des articles qui ressemblent à la publicité brutale, et ça c'est un article qui est en préprint, et vous voyez dans ce papier-là, eh bien, il y a quelqu'un qui a reçu 4 fois de suite un traitement par remdesivir, et il continue à avoir le virus, ce qui veut dire que comme activité antivirale c'est modeste, et puis une fois il a eu aussi un coup d'anticorps. Et au bout de tout ce temps, on voit qu'il y a des mutations dans la spike. Et ce que vous voyez comme mutation dans la spike ici, eh bien, c'est la même mutation que vous trouvez chez l'anglais, que vous trouvez chez le brésilien, que vous trouvez chez le sud-africain, alors qu'il ne l'avait pas au départ. Donc c'est le traitement qui a entraîné la mutation dans la spike, qui est une mutation qui est associée à la résistance, bien sûr, aux anticorps, et qui a généré ça. Alors, est-ce que c'est un phénomène général ou un hasard? Il y a un travail qui vient d'être mis sur préprint, où les gens regardent en cultivant le virus avec du remdesivir. Alors, ils cherchaient, dans ce travail, à montrer s'il y avait des gènes de résistance à ce produit qui apparaissait en cours de traitement. Et ce qu'ils ont découvert, par hasard, eh bien, c'est que c'est pour ça qu'ils mettent surprisingly, de manière surprenante, ils ont observé des mutations dans la spike, y compris dans 2 zones qui sont les plus importantes dans la mutation actuelle, qui sont la zone E484 et N501. D'accord ? Alors ça c'est de la science, ça, c'est pas la discussion de bistrot ou de plateau télé, c'est réel. Il faut s'opposer à ça en disant c'est pas vrai, mais pour dire que c'est pas vrai, il faut faire le travail. On ne peut pas juste se dire c'est pas vrai, c'est de la science. Donc on va peut-être arriver à un moment à faire la distinction entre les opinions des uns et des autres et ce qui est scientifiquement établi. Voilà. Comment réagissez-vous aux médisances qui agitent les comptoirs numériques ? Oh, écoutez, d'abord je suis content, j'ai reçu un chèque de M. Raffi, c'est bien, c'est le premier à m'avoir insulté et menacé le lendemain du jour où j'ai parlé de la chloroquine. Vous voyez, à la fin, les gens ont tort, la justice c'est comme la science, c'est un peu lent, c'est pas les plateaux télé, mais ça finit par se résoudre. Alors j'ai porté plainte, là aussi, déjà, contre 3 personnes qui m'avaient diffamé, donc j'attends, les dossiers sont en cours d'instruction, et aujourd'hui je vais porter plainte contre Madame Bic, là, qui une espèce de une femme qui est complètement déchaînée contre moi, qui me harcèle en bande, en meute, qui me diffame, qui dit que je suis un néocolonialiste sur son Pub Beer, qui est une entreprise de délation dont je ne sais pas comment on peut l'accepter, et qui poursuit pour savoir, en plus, elle doit avoir une intelligence modeste, parce que, honnêtement, elle envoie un journal en disant « Regardez,
c'est une photo truquée, ce qui est une photo d'illustration, qui est une photo prise dans un journal qui n'a pas de copyright. Donc, c'est pas de la science, c'est de l'illustration. Après, elle se trompe. On fait l'analyse de la génétique des poux, on dit faut faire attention parce qu'ils veulent mettre au point un traitement pour les poux, donc un conflit d'intérêts. C'est complètement délirant. Comme ces journaux, malheureusement, ont tellement peur des problèmes de mauvaise conduite scientifique, ils n'ont pas le personnel capable d'analyser si ce sont des bêtises, c'est de la simple malveillance ou non. C'est de la simple malveillance. Bon, il est bien possible qu'un jour ou l'autre, on trouve qu'on a fait une erreur, c'est bien possible. Mais imaginez quand même pas qu'à mon âge, avec 3500 publications, je vais m'amuser à truquer des résultats scientifiques. Enfin, si vous saviez combien de papiers j'ai arrêté parce que j'étais pas sûr des résultats dans mon laboratoire, vous seriez étonné. Je laisse jamais partir un papier dont je suis pas sûr. Il est bien possible qu'il y ait des bêtises qui se passent parce que les humains ne sont pas infaillibles et que il s'en passe. Mais cette espèce de harcèlement maladif, tout ça basé sur le fait que j'ai dit que la chloroquine pouvait jouer un rôle là-dedans, soit c'est de la pathologie, soit c'est de la corruption, j'en sais rien, mais c'est un des deux. Parce qu'on ne peut pas se déchaîner à ce point sur toutes les publications de quelqu'un, parce qu'on est contre la chloroquine, y compris à dire, écoutez, maintenant, c'est moi qu'on harcèle, parce que je dénonce les gens qui utilisent la chloroquine. Dedans, on vit dans un monde dans lequel on laisse une place à la délation et à la calomnie qui n'est pas acceptable et qui fait qu'il faut faire attention. De toute manière, après, tout ça est rattrapé par la justice. Ne croyez pas que ceci va tomber à l'eau. Voilà. Parce que ce n'est pas le cas. Ça a commencé, ça continue et ça continuera. Il faut se calmer. Il faut revenir sur Terre, on fait de la science là-dedans et on essaie de faire les choses correctement. Et on ne peut pas faire appel à tous les chercheurs ratés pour essayer de se taper ceux qui ont réussi parce qu'ils sont jaloux. Voilà, il faut s'arrêter. Merci beaucoup.